La famille exultait de joie. Leur chienne Bella venait de mettre bas non pas 3 ni 5 mais 15 petits en une seule nuit. Un événement que les voisins qualifiaient déjà de miracle. Les enfants tapaient dans leurs mains, incapables de contenir leur excitation, et la maison entière vibrait au rythme des rires et des exclamations. Pourtant, ce qui avait commencé comme une soirée de célébration allait lentement basculer vers un sentiment beaucoup plus étrange. Car en quelques jours, l'effervescence laissa place à un malaise diffus. Les nouveau-nés ne pleuraient pas comme des chiots. Ils ne bougeaient pas comme des chiots. Et certains ne ressemblaient même pas vraiment à des chiots. Bella, d'ordinaire si douce, devint nerveuse, presque féline dans sa vigilance. Elle se positionnait constamment entre sa famille et ses petits, comme si elle protégeait un secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. Et lorsque le vétérinaire finit par examiner la portée, son visage se décomposa littéralement sous leurs yeux. Il recula d'un pas, pâle comme un drap, secoua la tête et murmura des mots qui glacèrent la pièce entière. Ce ne sont pas des chiots. Et ce qu'ils étaient vraiment dépassait l'imagination. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous, et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent toutes nos histoires. La nuit qui avait tout déclenché était calme, presque suspendue dans un silence fragile. Seuls les gémissements feutrés de Bella résonnaient dans le salon. Sa fourrure dorée brillait sous la lumière tamisée tandis qu'elle tournait en rond, cherchant une position confortable avant de se coucher sur la grande couverture préparée pour elle. Sa respiration devenait lourde, saccadée, son flanc vibrant à chaque contraction. Toute la famille s'était regroupée autour d'elle, parlant doucement pour l'encourager. Ils savaient que le moment était venu, puis qu'au soudain, un cri minuscule fendit l'air. Le premier petit venait de naître, si fragile et minuscule qu'on aurait dit une goutte de vie tombée du ciel. Les enfants applaudirent spontanément, les parents se prirent la main, émus aux larmes. Et Bella, héroïque malgré la fatigue, lécha tendrement l'un après l'autre ces nouveau-nés qu'elle rapprochait instinctivement contre elle pour les garder au chaud. Un par un, les bébés arrivaient, 3, 5, 7. Bella continuait, infatigable, chaque contraction l'épuisant un peu plus, mais son regard, lui, restait fixé sur ses petits avec une force presque surnaturelle. La maison résonnait de murmures émerveillés, d'émotions qui montaient en vagues. Jamais il n'avait vu une mise bas d'une telle ampleur. Le tapis se couvrait de petites formes frémissantes, de couinements, de vie pure. Les heures passèrent sans que Bella ne s'arrête. 9 nouveau-nés, puis 11. Les enfants comptaient à voix haute, incrédules, leur excitation montant à mesure que la portée dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Et quand le 15e petit glissa enfin dans ce monde, le salon resta figé dans un silence presque sacré. 15 bébés, une portée si monumentale qu'elle aurait fait la une d'un journal local. Bella s'écroula enfin, épuisée, mais elle replia soigneusement son corps autour de ses petits comme pour former une barrière vivante. La scène était presque irréelle. Les couvertures étaient entièrement recouvertes, grouillant de minuscules corps vibrants de chaleur et de vie. Les enfants s'approchaient encore, fascinés par chaque minuscule museau, chaque mouvement maladroit. Quelques voisins, alertés par les cris de joie, se présentèrent même à la porte pour voir de leurs propres yeux ce phénomène. 15 s'étrangla Madame Carter, la voisine d'en face. C'est incroyable. La famille irradiait de fierté. Pendant quelques instants, rien ne pouvait gâcher ce bonheur, mais sous la joie, un frémissement d'étrangeté s'insinuait déjà. Certains des nouveau-nés avaient quelque chose de différent. Ils ne criaient pas comme les autres. Leurs petits gémissements avaient un timbre plus aigu, presque métallique. Leurs mouvements semblaient imprécis ou trop brusques. Même leur visage ne correspondait pas tout à fait à ce qu'un chiot devrait être. La mère tenta de rassurer tout le monde. Ils sont juste différents et c'est tout. Peut-être qu'ils sont nés un peu plus en avance, mais Bella, elle, restait fixée sur eux, surtout sur 3 ou 4 en particulier. Son regard à ce moment-là n'avait rien de rassuré. Il était perçant, instinctif, presque alarmé. Elle semblait percevoir une vérité que les humains refusaient encore d'imaginer. Et la réalité, aussi étrange soit-elle, allait bientôt déborder leur certitude. Le lendemain matin, la maison s'éveilla dans une atmosphère encore euphorique. Les enfants se levèrent tôt, courant pieds nus vers le salon pour retrouver Bella et ses 15 petits. Ils s'accroupirent autour de la couverture, observant les petites formes remuer et se faufiler contre leur mère. « On dirait des mini-jouets !» s'exclama la plus jeune, émerveillée. Les parents souriaient, toujours remplis de gratitude pour cette portée exceptionnelle. Mais déjà, l'ombre d'un doute flottait.
Lorsque les voisins revinrent admirer la portée, plusieurs eurent des réactions étranges. Certains se penchèrent, plissèrent les yeux, puis se redressèrent avec un air un peu trop perplexe pour être honnête. « Ils ne ressemblent pas tous à des chiots », murmura M. Rivers. Un murmure qui se grava dans l'esprit du père sans qu'il ne l'admette encore. La journée se déroula dans une ambiance partagée. Les enfants riaient, inventaient des noms écrits sur des bouts de papier. Lucky pour le plus petit, Star pour celui né en dernier. Les visiteurs s'extasiaient, prenaient des photos, félicitaient Bella comme si elle était une héroïne. Et parfois, très discrètement, Bella se raidissait et ramenait certains petits contre elle comme pour les cacher. Les plus attentifs remarquèrent ces gestes étranges, mais la joie ambiante couvrait encore toutes les inquiétudes. Pourtant, le mystère était déjà là, tapi dans les ombres de cette soirée parfaite. Au début, la famille en avait cru que tout irait bien. Les premiers jours s'étaient déroulés sans incident apparent, les nouveau-nés se tortillaient, cherchaient la chaleur de Bella et émettaient ces petits sons qui faisaient fondre le cœur. Pourtant, très vite, des détails infimes commencèrent à troubler l'harmonie. De minuscules décalages au début, presque imperceptibles, mais que Bella, elle, semblait ressentir avec une intensité presque animale. Certains cris n'avaient rien du miaulement doux typique d'un chiot. Ils étaient plus perçants, plus soudains, presque déstabilisants. Les enfants en riaient d'abord, croyant à des vocalises amusantes, mais Bella, elle, se tendait à chaque bruit. Ses oreilles se dressaient, son regard se figuait d'un air d'alerte, comme si chaque son portait une signification que seuls ses instincts pouvaient traduire. Lorsque venait le moment de nourrir ses petits, la scène devenait encore plus étrange. La majorité de la portée se collait naturellement contre elle, tétant calmement, mais quelques-uns semblaient incapables de comprendre le geste le plus basique de leur espèce. Ils bougeaient de manière désordonnée, cherchaient à tâtons, sans jamais réussir à s'accrocher correctement. Le père essayait de les aider en les guidant doucement, mais les petits se tortillaient d'une façon qui ne ressemblait en rien à la maladresse habituelle d'un nouveau-né. Peut-être qu'ils sont juste plus faibles, tenta-t-il pour se rassurer, mais même lui n'y croyait qu'à moitié. Leurs mouvements étaient trop brusques, trop rapides, presque incohérents, et lorsque Bella les léchait, ce n'était pas la simple toilette maternelle. Elle semblait les examiner, les inspecter, comme si quelque chose en eux échappait à sa compréhension. Leur apparence aussi évoluait différemment. Les plus normaux ressemblaient déjà à de véritables chiots, avec de petites frimousses rondes, des museaux encore humides et une fourrure douce comme du coton. Mais 3 ou 4 d'entre eux, non. Leurs visages semblaient plus étroits, leurs museaux légèrement allongés, leurs paupières d'une forme presque trop anguleuse. Leur fourrure, en particulier, n'avait rien d'un pelage doux. Au toucher, elle était plus rêche, plus dense, presque comme si elle appartenait à une autre espèce. La mère fronça les sourcils lorsqu'elle caressa l'un d'eux. Elle retira sa main instinctivement, avant de la poser une seconde fois pour vérifier. Non, elle n'avait pas imaginé. Le poil n'était pas normal. Mais elle se força à sourire devant les enfants. Ils vont changer en grandissant, c'est tout. Pourtant, au fond de son ventre, une inquiétude s'ancra solidement. Lorsque les petits commencèrent à ouvrir les yeux, ce qui aurait dû être un moment adorable devint au contraire l'un des instants les plus dérangeants. Les yeux des chiots s'ouvrent normalement doucement, révélant un regard flou et maladroit. Mais chez certains de la portée, les paupières se relevèrent trop tôt. Et au lieu de ce regard naïf qu'on connaît, leurs yeux brillaient d'une intensité troublante. Pas de curiosité innocente, pas d'hésitation, juste un regard fixe. Observateur, comme s'ils analysaient le monde au lieu de simplement le découvrir. Lorsqu'un de ces petits aux yeux étrangement vifs fixa le père droit dans les yeux, un frisson glacial lui remonta la colonne vertébrale. Il détourna le regard sans savoir pourquoi. « Ils ont juste un tempérament fort », murmura-t-il pour se convaincre lui-même. Les jours passaient et Bella devenait de plus en plus nerveuse. Elle changeait la position de certains petits en permanence, parfois même en les éloignant des autres, comme si elle voulait les isoler. La nuit, elle prenait un ou deux de ces petits différents dans sa gueule et les transportait au coin de la pièce, les gardant serrés contre elle, loin des autres chiots. La famille pensait qu'elle était dépassée par l'ampleur de la portée, mais son comportement trahissait autre chose, une inquiétude sourde, une vigilance instinctive.
quelque chose que l'humain moyen serait incapable de percevoir, mais que Bella ressentait jusque dans ses fibres. Le père écoutait de moins en moins les conversations des voisins, dont le ton avait changé. Ce qui autrefois relevait de l'admiration s'était transformé en murmures perplexes. Certains enfants du voisinage n'osaient même plus approcher. Un petit garçon avait effleuré l'un des nouveau-nés et avait reculé brusquement lorsque le tout petit avait poussé un cri strident qui n'avait rien de canin. « Maman, c'est pas un chiot !» avait-il balbutié en se cachant dans ses bras. Les adultes échangeaient des regards lourds de non-dits, et cette pensée, interdite mais insistante, flottait sur les lèvres de tous. Et s'ils n'étaient vraiment pas des chiots? Le père tentait tant bien que mal de maintenir une ambiance normale, mais chaque soir, lorsqu'il observait les petits, une part de lui se tendait. Comme si quelque chose clochait profondément, comme si chaque détail pris individuellement aurait pu passer inaperçu, mais que l'ensemble formait une symphonie d'étrangeté. Et Bella, profondément maternelle, faisait tout pour garder le contrôle, pour ordonner ce chaos silencieux que personne ne voulait encore affronter. Chaque minute qui passait transformait la situation en un mystère de plus en plus pesant. Les enfants osaient moins toucher les nouveau-nés, le père dormait mal, et la mère se réveillait en sursaut, persuadée d'avoir entendu un bruit inconnu résonner dans le salon. Et Bella, elle, veillait comme une sentinelle. Ses yeux ne quittaient jamais les petits qui n'étaient pas comme les autres. Son corps restait tendu, prêt au moindre mouvement suspect, comme si elle le savait déjà, comme si la vérité était là, évidente pour elle, mais encore invisible pour les humains. Bella était devenue impossible à ignorer. Elle, la chienne si douce, si sociable, si confiante avec sa famille, avait changé. Pas de manière brutale, non, mais d'une façon subtile, profonde, presque viscérale. Lorsqu'un membre de la famille s'approchait de la portée, elle se dressait, se plaçait devant certains petits en particulier, et son regard prenait une intensité inédite. Pas agressive, mais préventive. Une alerte silencieuse. Une mère qui sait que quelque chose ne tourne pas rond. Les premiers jours, le père répétait que c'était normal, qu'une mère protège toujours ses petits. Mais même lui n'y croyait plus vraiment. Bella n'agissait pas comme une mère stressée par une grande portée. Elle agissait comme un animal qui sent que certains de ses petits n'appartiennent pas totalement à elle. Comme si elle essayait de comprendre ce qu'ils étaient avant que quiconque d'autre ne le fasse. Elle ne se contentait pas de veiller, elle séparait. Chaque nuit, inlassablement, elle attrapait un ou deux des petits différents par la peau du cou, les transportait avec douceur mais fermeté et les déposait à l'autre bout de la pièce. Le lendemain matin, la famille retrouvait Bella roulée en boule autour d'eux, ses yeux ouverts, fixant quelque chose que les humains ne voyaient pas. La mère avait proposé que Bella était simplement débordée. 15 bébés, après tout, c'était énorme. Mais une inquiétude tenace planait dans sa voix. La manière dont Bella les nettoyait était étrange aussi. Elle léchait certains d'entre eux avec une insistance presque frénétique, comme si elle essayait d'effacer quelque chose, une odeur, une trace, une essence qu'elle ne reconnaissait pas. Les enfants voulaient les prendre dans leurs bras, mais dès qu'ils touchaient l'un de ces petits-là, Bella se raidissait, ses muscles vibrant sous sa peau. Elle fixait leurs mains avec une intensité lourde. Pas menaçante, mais profondément anxieuse. « Doucement, Bella, personne ne te les enlève », murmurait le père. Mais Bella ne semblait pas concernée par la famille. Elle semblait préoccupée par les petits eux-mêmes, comme si elle redoutait non pas une menace extérieure, mais ce que ces bébés deviendraient. Les jours passèrent et la situation devint encore plus étrange. Les sons que les petits émettaient n'avaient plus rien de rassurant ou de mignon. La nuit, le salon était rempli de petits cris perçants, brisés, presque métalliques, des sons trop aigus, trop directs, trop intelligibles, des sons qui n'appartenaient pas au monde doux et confus d'une portée de chiot. La mère se réveillait éperdue, persuadée qu'elle avait entendu un hurlement. Le père descendait vérifier en pleine nuit, le cœur battant, persuadé à chaque marche que quelque chose l'attendait dans l'obscurité. Il n'y avait rien. Rien sauf Bella, couchée au milieu de ses petits, les yeux ouverts, brillant dans la pénombre comme deux phares. Elle ne dormait presque plus. Elle respirait calmement, mais son corps restait tendu, comme un ressort prêt à se déclencher à tout moment. Le père se surprit un soir à murmurer « Qu'est-ce que tu sais, Bella? Qu'est-ce que tu vois que nous ne voyons pas ?» La croissance des petits ajoutait une autre dimension à l'inquiétude générale. Ils grandissaient trop vite, beaucoup trop vite. Certains avaient le corps d'un chiot de 2 semaines alors qu'ils n'étaient nés que depuis quelques jours. Leurs pattes s'allongeaient de manière disproportionnée, leur démarche devenait plus assurée, presque précoce, trop précoce. Une nuit, la famille entendit un bruit sourd. Quand ils descendirent,
Ils découvrirent l'un des petits debout, instable mais debout, un exploit absolument impossible à cet âge. Le père blêmit. La mère mit une main devant sa bouche et Bella recula légèrement comme si ce simple geste de son petit l'avait dérouté. Leurs dents poussaient aussi à une vitesse alarmante. L'un d'eux bâillait paisiblement et la mère remarqua des petites pointes blanches, trop longues, trop fines. « Ce n'est pas normal », murmura-t-elle. Le père tenta de garder le contrôle. Certains chiots, certains animaux, parfois, il y a des anomalies. Mais sa voix tremblait. Il n'y croyait pas. Dehors, les voisins commençaient à remarquer des choses. Les rumeurs se propageaient. Les gens ne venaient plus admirer les chiots. Ils passaient devant la maison avec prudence, surveillant les fenêtres comme si le danger pouvait s'y glisser. Les enfants jouant dans la rue se tenaient désormais plus loin. Un matin, une voisine, Madame Langford, s'arrêta devant la clôture et lança d'un ton nerveux « Ils crient bizarrement, vos petits. Je les entends jusqu'au bout de l'allée. » Elle n'avait pas menti. Toute la rue les entendait parfois. Dans la maison, les tensions augmentaient. Les enfants posaient des questions de plus en plus difficiles. Pourquoi ils grandissent aussi vite? Pourquoi ils ont ces yeux-là? Pourquoi Bella les cache? La mère n'avait plus d'explication rassurante. Le père perdait patience pour masquer sa peur. Et chaque nuit, un nouveau bruit étrange venait réveiller toute la famille. Bella restait quant à elle fidèle, protectrice, mais profondément troublée. Elle n'abandonnait pas ses petits, jamais. Mais elle les regardait parfois avec une angoisse presque humaine, comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle avait mis au monde, comme si elle cherchait des réponses, elle aussi. Et malgré tout, malgré la peur, la famille s'accrochait encore à une lueur d'espoir. Ils avaient vu Bella donner naissance à ces êtres minuscules. Ils les avaient accueillis comme un miracle. Ils voulaient croire que tout cela n'était qu'une phase, qu'un détail, qu'ils finiraient par comprendre. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient déjà que ce mystère ne s'arrêterait pas là, et que la réponse, lorsqu'elle arriverait, serait bien plus effrayante que tout ce qu'ils avaient imaginé. La maison, autrefois vivante et joyeuse, commençait à se transformer en un lieu chargé d'un silence lourd. Même les enfants, habituellement bruyants, semblaient marcher sur la pointe des pieds lorsqu'ils traversaient le salon. Chaque geste était mesuré, chaque parole murmurée, comme si un simple bruit trop fort pouvait déclencher quelque chose d'inconnu parmi les petits. Ils n'en parlaient pas ouvertement, mais tous avaient remarqué la même chose. Certains des bébés n'étaient plus seulement différents, ils étaient dérangeants. Leur présence imposait une tension invisible, quelque chose qui s'insinuait dans l'air et que même les plus jeunes ressentaient sans réellement comprendre pourquoi. Les petits continuaient de grandir à un rythme anormal. Les plus étranges semblaient se développer encore plus vite que les autres, leurs membres s'allongeant avec une disproportion presque inquiétante. Le soir, lorsque la lumière baissait et que les ombres s'étiraient dans la pièce, on distinguait leurs silhouettes allongées, leurs pattes déjà étonnamment robustes, contrastant violemment avec leur âge. Certains se déplaçaient même avec une agilité déconcertante, comme si leur corps savait déjà comment fonctionner avant d'en avoir eu le temps. Un soir, alors que la mère rangeait le salon, un de ses petits se redressa soudainement, l'observant d'un regard fixe et direct. Elle se figea, le cœur battant trop vite, incapable d'expliquer pourquoi ce simple regard avait provoqué en elle un frisson de peur. Ce n'était pas une peur rationnelle, mais une peur instinctive, profonde, comme celle qu'on ressent face à quelque chose de potentiellement dangereux. Le père aussi avait changé. Lui qui essayait toujours de garder la tête froide, de protéger l'équilibre familial, se surprenait à jeter des coups d'œil anxieux vers la couverture où la portée dormait. Il restait éveillé tard le soir, assis dans l'obscurité du salon, observant Bella veiller sur ses petits. Parfois, il entendait des bruits qui n'étaient pas censés exister. Un frottement trop rapide, un petit couinement qui ressemblait presque à un murmure, un tapotement étrange contre le parquet. Il disait à sa femme que ce n'était rien. Mais au fond, chaque son alimentait une angoisse qu'il n'arrivait plus à chasser. Les enfants, eux, vivaient avec une peur qu'ils n'osaient pas exprimer. La plus jeune, Emma, commença à éviter les petits qui avaient ses yeux trop alertes. Lorsqu'un d'eux l'observait, elle détournait le regard immédiatement, mal à l'aise. Un soir, elle fondit en larmes dans la chambre de son frère, avouant qu'elle ne voulait plus entrer seule dans le salon. « Il me regarde comme s'il savait des choses », murmura-t-elle dans une voix tremblante. Son frère, bien qu'un peu plus âgé, ne trouva aucune réponse capable de la rassurer. Lui-même ressentait parfois cette même sensation glaçante, celle d'être observé, évalué. Les voisins ne venaient plus.
La maison, autrefois accueillante, était devenue un sujet de conversation discret mais constant dans tout le quartier. Les gens inventaient des théories, parlaient de dangers potentiels, évoquaient même l'idée que la famille devrait peut-être faire venir quelqu'un. Mais personne n'osait le dire ouvertement au père, de peur de déclencher un conflit. On voyait seulement dans leurs regards un mélange de pitié et de malaise. La mère commençait à se demander si elle avait fait une erreur en appelant le vétérinaire, si cela avait déclenché trop d'attention. Mais elle savait aussi que quelque chose n'allait pas. Certains soirs, elle s'asseyait seule à la cuisine, sa main autour d'une tasse de thé qu'elle oubliait de boire, son esprit tournant en boucle autour d'une seule question. Et si Bella avait mis au monde quelque chose que personne ne pourrait comprendre? Lorsqu'elle écoutait les petits la nuit, elle entendait parfois un son particulier, un son trop aigu, trop net, qui la faisait tressaillir. Elle se forçait à ne pas y penser, mais cela devenait impossible. Bella, elle, ne montrait aucun signe de faiblesse. Elle continuait de protéger ses petits, même ceux qui semblaient la troubler profondément. Sa loyauté dépassait tout, même lorsque son regard se posait sur un de ces petits particuliers avec une inquiétude presque humaine, elle ne reculait jamais. Elle ne les rejetait pas, ne les abandonnait pas. Elle les aimait, inconditionnellement. Les nuits devinrent plus difficiles. La mère se réveillait plusieurs fois, persuadée d'avoir entendu un bruit inhabituel, et elle descendait toujours au salon pour vérifier. À chaque fois, Bella était éveillée, les yeux lumineux, gardant sa portée comme une sentinelle. La mère finissait par s'asseoir à côté d'elle, murmurant doucement « Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, ma belle ?» Mais Bella restait silencieuse, posant juste sa tête sur les pattes, épuisée mais déterminée. Puis les bruits commencèrent à changer. Ce n'étaient plus seulement des cris ou des couinements, c'étaient des sons indéfinissables. De légers cliquetis, des frémissements rapides, des sortes de vibrations étranges qui semblaient résonner dans les murs. Une nuit, le père se réveilla en sursaut, certain d'avoir entendu un bruit venant d'en dessous du canapé. Lorsqu'il descendit, l'un des petits, l'un de ceux que Bella isolait souvent, était debout, immobile, ses yeux fixés sur l'escalier, comme s'il avait attendu que quelqu'un arrive. Lorsque le père s'approcha, l'animal poussa un cri très bref et très sec qui fit dresser les poils de ses bras. Bella surgit immédiatement, se glissant entre son petit et son maître, le regard terriblement inquiet, presque suppliant. Le père se recula lentement. Il n'avait jamais vu Bella agir de la sorte. Le jour suivant, la tension atteint son apogée. La mère, en changeant les couvertures, sentit une odeur étrange, une odeur qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle tenta de l'ignorer, mais une part d'elle savait que cette présence n'était pas normale. Les petits continuaient de se développer différemment, leurs gestes plus rapides, leurs yeux plus attentifs, leurs sons plus complexes. C'était comme s'ils apprenaient à une vitesse effrayante, comme si leur intelligence n'avait rien de comparable avec celle de simples chiots. Et pourtant, malgré la peur, malgré les murmures, malgré les nuits d'angoisse, la famille restait là. Elle veillait, elle observait, elle se demandait ce qui se passait réellement. Et surtout, elle s'accrochait au mince espoir que Bella n'avait pas donné naissance à quelque chose de dangereux, mais simplement à quelque chose d'inexpliqué. Mais au fond de chacun d'eux, une question grandissait. Une question que personne n'osait encore formuler à haute voix. Si ces petits ne sont pas des chiots, alors qu'est-ce qu'ils sont? Et ce qu'ils allaient découvrir bientôt allait bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir. Les choses prirent une tournure encore plus étrange lorsque les réactions des visiteurs commencèrent à changer radicalement. Au début, les voisins s'étaient émerveillés devant la portée immense, mais leur sourire s'était effacé peu à peu. Désormais, chaque personne qui entrait dans la maison ressortait avec une expression troublée, grimaçante ou ouvertement perplexe. Les réactions étaient subtiles, mais réelles. Les regards se faisaient plus furtifs, plus inquiets. Les compliments se transformaient en silences embarrassés, en petits hochements de tête incertains. Un samedi, 2 amis, proches de la famille, les Henderson, passèrent revoir les petits. Ils se penchèrent, s'exclamèrent brièvement. Puis soudain, Madame Henderson recula d'un pas, posant la main sur son cœur comme si quelque chose l'avait effrayée. « Ces petits, ils ont un regard particulier ?» murmura-t-elle. Monsieur Henderson, pourtant connu pour son calme habituel, sembla mal à l'aise lui aussi. « Ils ont quelque chose, je ne sais pas. Quelque chose que je n'ai jamais vu chez des chiots. » Ils partirent plus tôt que prévu, prétextant un rendez-vous urgent. Lorsque la porte se referma derrière eux, le père échangea un regard sombre avec sa femme.
Le malaise n'était plus uniquement familial, il devenait collectif. Les jours qui suivirent ne firent qu'aggraver cette impression. À chaque visite, la même chose se produisait. Une tante éloignée fronça les sourcils en remarquant la forme de leurs pattes. Un voisin refusa de s'approcher plus près, après avoir entendu un de leurs cris. Un cri net, presque sec, qui semblait couper l'air comme une lame. Un autre voisin demanda poliment, mais d'un ton tremblant, si la famille avait vraiment tout sous contrôle. Certains enfants, autrefois si ravis de venir jouer, restaient collés aux jambes de leurs parents, refusant de s'avancer vers la couverture. Une petite fille d'elle éclata même en sanglots lorsqu'un des petits la fixa trop longtemps. « Il me regarde comme s'il me comprenait », sanglota-t-elle en se cachant. Bella, elle, devenait encore plus protectrice. Elle n'aimait pas les visiteurs. Dès que quelqu'un s'approchait de la portée, elle se plaçait devant eux, dressant à peine la tête, mais suffisamment pour faire comprendre qu'elle refusait toute intrusion. Son attitude n'avait rien d'agressif. C'était la posture d'une mère affolée. Une mère qui sent que le monde extérieur n'est pas prêt à voir ce qu'elle protège. Mais ce que la famille ignorait encore, c'est que même Bella semblait lutter contre son propre instinct. Car parfois, lorsqu'elle observait certains de ses petits les plus étranges, son regard changeait. Elle ne se contentait plus d'être protectrice. Elle devenait méfiante d'eux. Les enfants commençaient à penser que quelque chose était véritablement cassé chez ces petits. Lorsqu'ils essayaient de jouer près d'eux, les plus étranges se redressaient trop vite, leurs pattes glissant mais retrouvant leur équilibre presque instantanément. Leurs mouvements étaient imprévisibles, comme si leurs muscles réagissaient avant même qu'ils n'en décident. Un soir, alors que le plus jeune fils, Noah, tentait de caresser l'un des petits, celui-ci se retourna brusquement, dans un geste si rapide que Bella surgit immédiatement pour le repousser du museau et replacer Noah derrière elle. Ce geste fut suffisant pour que la mère perde son sang-froid. Elle s'empressa de prendre Noah dans ses bras, le cœur battant. « C'est fini pour aujourd'hui », dit-elle d'une voix tremblante. La tension dans la maison atteignait des sommets. Même les bruits de respiration des petits devenaient étranges. Certains émettaient de courtes vibrations, presque comme un ronronnement, mais plus grave, plus profond. La nuit, on les entendait bouger, se déplacer, ramper à une vitesse bien trop rapide pour leur âge. Une fois, le père descendit en pleine nuit, car il avait entendu un claquement sec. Lorsqu'il alluma la lumière, il trouva un des petits au milieu du salon, beaucoup trop loin de la couverture pour que sa position soit normale. Bella, étrangement, ne l'avait pas accompagné cette fois. Elle restait couchée, mais son corps tremblait légèrement, comme si elle avait essayé de le suivre sans y parvenir. Le lendemain, la famille tenta d'en parler plus ouvertement. La mère, les yeux cernés, dit enfin ce que tout le monde pensait. « Ils ne sont pas des chiots, pas complètement. » Le père resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Il avait essayé de nier l'évidence pendant trop longtemps. Les enfants les observaient, anxieux, cherchant dans les yeux de leurs parents la certitude que tout irait bien. Mais aucun des deux n'était capable de leur offrir cette assurance. Les remarques des voisins se multiplièrent. Certains déposaient des notes anonymes dans la boîte aux lettres, des phrases comme « Faites attention, ces animaux ne sont pas normaux » ou même « Pour votre sécurité, contactez quelqu'un ». Les mots étaient maladroits, mais empreints d'une peur palpable. La famille commençait à se sentir isolée, encerclée par des regards qui n'étaient plus curieux, mais terrifiés. Lors d'une visite, un oncle de la famille, connu pour être éleveur depuis 30 ans, se pencha enfin sur la portée. Son regard scrutait chaque petit avec un sérieux qui glaçait le sang. Lorsqu'il arriva au plus étrange, il recula très lentement, les sourcils froncés. « Ce ne sont pas des chiots », déclara-t-il avec une voix cassée. Il resta silencieux un long moment avant d'ajouter « Et je ne veux pas être là quand ils seront plus grands ». Ces mots tombèrent dans le salon comme un couperet. Les enfants éclatèrent en sanglots, la mère sentit ses jambes se dérober sous elle, et même le père, pourtant solide, détourna le regard pour cacher la panique dans ses yeux. Bella s'avança doucement vers eux, posant sa tête contre la jambe de son maître. Ses yeux brillaient d'une tristesse profonde, comme si elle voulait dire « Ne les abandonnez pas, je les protégerai jusqu'au bout ». Mais désormais, la famille ne pouvait plus ignorer l'inévitable. Ce qu'ils avaient accueilli dans leur maison n'était pas seulement étrange. C'était une énigme vivante, une énigme qui grandissait, une énigme qui observait, une énigme qui changeait chaque jour un peu plus. Et bientôt, ils devraient choisir entre la peur et l'amour, une décision qui pourrait les briser. Le climat dans la maison avait atteint un niveau de tension presque insupportable.
Même l'air semblait plus lourd, comme si chaque respiration prenait plus d'effort que la précédente. La famille vivait désormais sous le poids d'un secret qu'elle n'avait jamais voulu porter. Et pourtant, elle s'accrochait encore à l'idée irrationnelle que tout pouvait s'arranger, que tout pouvait redevenir normal. Mais chaque jour apportait son lot de signes prouvant l'inverse. Les petits continuaient de changer d'une façon trop rapide, trop précise. Leur apprentissage défiait la logique. Ils semblaient observer, enregistrer, comprendre. Ils bougeaient avec une coordination que même les chiots de plusieurs semaines n'avaient pas. Certains d'entre eux faisaient même des gestes qui ressemblaient presque à des tentatives d'imitation des humains. La mère l'avait remarqué un matin lorsque l'un des petits posa sa patte d'une façon étrange, légèrement inclinée, comme s'il tentait de reproduire un geste qu'il avait vu quelqu'un faire. Elle n'osa pas en parler à son mari, de peur de déclencher une panique incontrôlable. Le soir, lorsque la maison plongeait dans le noir, les bruits devenaient encore plus dérangeants. Au-delà des couinements habituels, on entendait parfois des sons plus graves, comme de petits grognements qui semblaient articulés. Une nuit, la mère réveilla le père, persuadé d'avoir entendu un son ressemblant à un souffle ou à un murmure. « Arrête, tu es juste fatigué », dit-il en essayant de reprendre le contrôle. Mais lorsqu'ils descendirent te vérifier, Bella se tenait là, debout, les poils hérissés, les oreilles en arrière, comme si quelque chose l'avait profondément alertée. Ce qui inquiétait le plus la famille, c'était le comportement des petits les uns envers les autres. Ils ne jouaient pas comme des chiots classiques. Ils n'échangeaient pas des mordillements maladroits ou des roulades chaotiques. Les plus étranges se regroupaient souvent entre eux, formant de petits cercles. Le père les observait parfois complètement immobiles, juste assis côte à côte, leurs yeux fixés dans la même direction. Comme s'ils attendaient quelque chose, comme s'ils savaient quelque chose. Bella, de son côté, n'appréciait pas ces rassemblements. À chaque fois qu'elle voyait les petits se rapprocher en silence, elle s'interposait, les séparant du museau, les dispersant avec des mouvements rapides et nerveux. Ces interventions devenaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus pressées. On sentait qu'elle luttait contre quelque chose qui dépassait son rôle de mère, comme si elle essayait d'empêcher une forme d'organisation qu'elle percevait comme dangereuse. Un après-midi, alors que la famille tentait de se changer les idées, un incident marqua un tournant terrifiant. La mère se dirigeait vers le salon lorsque soudain, elle entendit un bruit sec. Un choc. Elle accéléra le pas et découvrit l'un des petits au milieu de la pièce, immobile, son regard fixé droit sur elle. Elle eut un mouvement de recul, surprise par l'intensité du regard. Puis elle vit Bella. Elle se tenait près du mur, tremblante, comme si quelque chose l'avait projetée ou poussée. Le père arriva rapidement, sa voix tremblante. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» La mère ne trouva pas les mots. Elle montra simplement Bella, toujours figée, les oreilles en arrière, tandis que le petit restait au centre du salon, droit comme une statue. Le père sentit son estomac se tordre. Il s'avança, lentement, tentant de ne pas montrer sa peur. Lorsqu'il tendit la main vers le petit, celui-ci ne bougea pas un muscle. Mais ses yeux suivaient chaque mouvement du père avec une précision chirurgicale. Le père retira sa main immédiatement, une sueur froide lui coulant dans le dos. Bella se rapprocha finalement de son petit, le prenant doucement dans sa gueule avant de le ramener vers la couverture. Elle tremblait encore. Ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était de la peur. Le père tenta d'appeler le vétérinaire, il tomba sur une boîte vocale, il envoya ensuite un message expliquant que quelque chose n'allait pas. Le vétérinaire répondit plus tard dans la soirée « Gardez-les séparés si possible, je viens demain ». Des mots qui firent défaillir la mère. « Gardez-les séparés ». Que savait-il exactement ? Pourquoi n'avait-il pas voulu s'étendre ? La famille passa la soirée dans un silence oppressant. Les enfants n'osaient plus s'approcher du salon. Le père restait assis à table, le regard dans le vide, ses doigts tremblants serrant une tasse de café froid. La mère marchait de long en large, incapable de se calmer. On aurait dû faire quelque chose plus tôt, murmura-t-elle. Le père répondit, d'une voix presque brisée, « Je voulais protéger Bella. Je ne voulais pas croire que… » Mais il s'arrêta. Aucun des deux ne voulait prononcer la fin de cette phrase. La nuit fut encore plus étrange. Le père se réveilla vers 3 heures du matin, persuadé d'avoir entendu un bruit sourd. Quand il descendit, il vit Bella dans une position qui le glaça. Elle était debout, au-dessus de 3 de ses petits, ses pattes arrière tremblantes, son regard fixé vers le canapé. Lorsque le père alluma la lumière, il vit l'ombre de l'un des plus étranges petits disparaître derrière le meuble. Comment avait-il pu se déplacer si vite ? Comment avait-il pu escalader jusque-là ?
Bella émit un petit gémissement, comme si elle demandait de l'aide. Quelque chose se passait, quelque chose d'invisible, mais de plus en plus inquiétant. Le père resta là, immobile, réalisant enfin que ce qu'il vivait dépassait largement le simple cadre du bizarre. Cette portée n'était pas seulement étrange, elle devenait inquiétante, et l'arrivée du vétérinaire le lendemain promettait une vérité que personne n'était prêt à entendre. La matinée où le vétérinaire devait revenir, la maison entière semblait retenir son souffle. Personne n'avait bien dormi, pas même Bella. Elle était restée éveillée presque toute la nuit, tournant en rond autour de sa portée, repositionnant sans cesse les petits comme si elle préparait quelque chose, comme si elle savait que ce jour allait marquer un tournant. La famille, elle, se sentait comme suspendue entre l'espoir et la terreur. Lorsque le vétérinaire, le docteur Collins, frappa enfin à la porte, l'atmosphère se figea. Le père prit une grande inspiration avant d'ouvrir, comme s'il accueillait un messager porteur d'un destin qu'il n'avait jamais demandé. Le docteur entra avec un air grave, presque solennel. La veille, sa voix au téléphone sonnait froide. Aujourd'hui, il semblait encore plus préoccupé. Il posa son sac doucement sur la table, retira ses gants et s'agenouilla près des couvertures. Bella grogna immédiatement. Pas un grognement agressif, mais un avertissement. Un cri du cœur, une supplique. Le vétérinaire leva lentement une main pour montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. « Calme-toi, ma belle. Je sais que tu veux les protéger. » Elle ne le quittait pas des yeux, le regard nerveux, les muscles tendus, prêts à intervenir au moindre geste brusque. Le docteur Collins observa les petits en silence pendant un long moment. Trop longtemps, d'ailleurs. Un silence tellement lourd que la mère se surprit à se reculer d'un pas, sans même s'en rendre compte. Chaque seconde qui s'écoulait était une torture. Le vétérinaire en souleva un premier, celui qui avait montré les mouvements les plus étranges. Il l'examina, l'observa sous différents angles, toucha son dos, ses pattes, son cou, puis ses yeux. À mesure qu'il avançait, la tension sur son visage augmentait. « Regardez !» dit-il finalement d'une voix basse, en montrant le contour des paupières. « Vous voyez cette forme, cette structure, ce n'est absolument pas la morphologie d'un chiot. » La mère posa une main sur sa bouche pour étouffer un hoquet de panique. Le père serra les poings si fort que ses phalanges blanchirent. Les enfants restaient derrière, collés l'un à l'autre, leurs yeux grands ouverts, essayant de comprendre ce qui se passait. Le vétérinaire prit un second petit, puis un troisième, et chaque fois, son visage se durcissait davantage. « Ça ne colle pas, rien ne colle. » Il se redressa finalement, semblant chercher ses mots. Puis il déclara avec une sincérité brutale « Je ne pense pas que ces petits soient entièrement canins. Leur croissance, leur musculature, leurs réflexes, ce n'est pas normal, pas du tout. » Un silence brutal s'abattit dans le salon. La mère sentit ses jambes trembler. Le père secoua la tête, refusant d'accepter. « Mais Bella, elle les a mis au monde, nous l'avons vue. On était là. Comment ça serait possible ?» Le vétérinaire inspira profondément. « Je ne dis pas qu'elle n'a pas accouché d'eux. Je dis qu'ils ne sont pas à 100% chiens. » Il marqua une pause. « Votre chienne a peut-être été en contact avec un animal sauvage, un hybride improbable, un mélange d'espèces. Mais le résultat, il secoua légèrement la tête. Je n'ai jamais vu ça en 30 ans de pratique. » La mère sentit ses yeux se remplir de larmes. « Alors qu'est-ce qu'ils sont ?» Sa voix se brisa. Mais le docteur ne répondit pas. Pas tout de suite. Il regarda Bella encore tremblante, ses yeux fixés sur lui avec une intensité déchirante. Comme si elle lui implorait silencieusement de ne pas prononcer ce qu'il s'apprêtait à dire. Mais il n'avait pas le choix. « Je crois qu'ils sont hybrides, oui, mais peut-être pas seulement avec un animal. » Sa voix était presque un murmure. « Leurs caractéristiques ne correspondent à rien que je connais. Ni renard, ni coyote, ni aucun félin sauvage. Certaines choses dans leur développement relèvent presque d'une forme d'adaptation anormale, comme si leur organisme se construisait différemment selon un schéma qui ne suit aucune règle. » Le père sentit son cœur battre dans sa gorge. « Vous êtes en train de dire que ce sont des mutations, des expériences ?» Le vétérinaire secoua la tête. « Je n'ai aucune preuve, mais ils ne sont pas naturels, pas totalement. » La mère éclata en sanglots silencieux. Les enfants se blottirent l'un contre l'autre. Une peur sourde envahissait chaque coin de la pièce. Même Bella, pourtant si courageuse, s'approcha d'eux comme pour les rassurer, mais son regard restait dirigé vers sa portée. Elle était la seule à ne pas pleurer, la seule à ne pas paniquer, mais elle tremblait, et cette vibration traversait son corps comme une onde de douleur. Le vétérinaire rangea lentement ses outils. « Je dois être honnête avec vous, dit-il finalement. Ces petits, ils pourraient être dangereux.
Pas aujourd'hui, pas forcément demain. Mais leur physiologie, leur comportement, ils ont quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Une forme d'instinct ou d'intelligence, trop développée pour leur âge. Les mots flottèrent dans l'air comme un verdict. Un verdict cruel, inéluctable. Le père sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne. « Vous voulez qu'on les abandonne, qu'on les remette à quelqu'un ?» Le vétérinaire baissa les yeux. « Je pense qu'ils devraient être étudiés, surveillés, mis sous observation, pas éliminés, mais confiés à des spécialistes, pour votre sécurité, pour la leur et pour celle de tout le monde. » La mère eut un mouvement de recul, comme si on l'avait frappée. « Non, vous voulez nous les enlever, vous voulez enlever les enfants de Bella. » Sa voix était chargée de colère, de douleur, d'un amour féroce. Bella aboya faiblement, comme si elle comprenait chaque mot. Le vétérinaire soupira. « Je sais que vous les aimez, je sais que ce n'est pas simple. Mais vous n'imaginez pas ce que ces créatures pourraient devenir. » Le père, lui, resta silencieux. Il regardait les petits, puis Bella, puis sa famille, et il comprit qu'il se tenait à un carrefour impossible. Quel que soit son choix, il pourrait détruire quelque chose d'essentiel. Il prit enfin la parole d'une voix faible, presque étouffée. « Docteur, laissez-nous au moins réfléchir. Une journée, s'il vous plaît. » Le vétérinaire hésita, puis acquiesça. « Très bien, mais demain, il faudra prendre une décision. » Lorsque la porte se referma derrière lui, un silence funèbre retomba dans la maison. Le père, la mère et les enfants s'assirent ensemble sur le canapé. Personne ne parlait, personne n'osait. Même Bella resta immobile, s'installant près de ses petits, son souffle saccadé. Ce jour-là, la famille comprit quelque chose qu'elle avait refusé d'admettre jusqu'ici. Ce qu'ils avaient dans leur maison n'était pas un simple mystère, c'était un tournant, un point de non-retour. Et ce qui les attendait allait être encore bien plus bouleversant. La journée qui suivit la visite du docteur Collins fut sans doute la plus longue et la plus difficile que la famille ait jamais connue. Le matin s'étira comme une toile tendue, prête à se déchirer au moindre mouvement. Personne ne parlait beaucoup. Personne n'osait prendre une décision. Les enfants avaient été envoyés dans leur chambre, mais même derrière leurs portes fermées, ils percevaient la gravité qui pesait sur la maison. Ils entendaient des murmures, des silences coupés par des respirations lourdes, des pas lents accompagnés d'un chuchotement affolé de la mère ou du père. Dans le salon, Bella restait couchée près de ses petits. Elle avait compris. Elle ne savait pas quel mot le vétérinaire avait employé, mais elle avait compris. Quelque chose dans l'air les trahissait, la peur, la confusion, l'idée qu'on pourrait lui enlever ses bébés. Ses yeux restaient ouverts en permanence, brillants, vigilants. Elle posait parfois son museau sur l'un des petits, comme si elle essayait de leur transmettre un dernier souffle de sérénité. Puis elle relevait brusquement la tête, comme si elle craignait qu'on les lui arrache à tout moment. Le père marchait de long en large, incapable de rester en place. La mère, assise sur une chaise, les mains crispées autour d'une tasse de thé, qu'elle ne buvait pas, fixait un point invisible devant elle. « On ne peut pas les laisser partir », murmurait-elle de temps en temps, sans vraiment s'adresser à quelqu'un. Sa voix, cassée, ressemblait à une prière. Le père fermait les yeux à chaque fois qu'elle parlait. Il l'aimait, il comprenait sa douleur, mais il savait aussi que la peur s'était installée, qu'elle avait pris racine au fond de chacun d'eux. À midi, l'un des petits traversa la pièce d'une manière si rapide que la mère en laissa tomber sa tasse. Le bruit de la porcelaine brisée sur le sol fit sursauter Bella, qui accourut immédiatement, plaçant son corps entre le petit et la mère comme si elle avait anticipé un danger. Le père accourut. Il vit le petit debout, bien trop stable pour son âge, ses yeux tournés vers la mère. Le regard ne contenait pas de méchanceté. Il était froid, calculateur, presque conscient. Le père recula d'un pas, désemparé. « Ce n'est pas normal, murmura-t-il. Ça ne peut pas être normal. » Ce moment déchira quelque chose en lui, un voile, une barrière qu'il tentait de maintenir depuis des jours, peut-être depuis le début. Il regarda Bella qui tremblait, puis sa femme qui fixait la scène avec un mélange d'amour et d'effroi. Et il comprit, avec une brutalité douloureuse, qu'il était inutile de se cacher derrière des excuses rassurantes. « On doit faire quelque chose », souffla-t-il enfin. La mère releva brusquement la tête. Ses yeux étaient rouges. « Tu veux les laisser partir ? Les confier à des étrangers ? Tu veux qu'ils les enferment, qu'ils les examinent, qu'ils... » Elle s'étouffa avec ces mots. L'idée même était insupportable. Tous les sacrifices, la fatigue, les nuits blanches, l'amour inconditionnel qu'elle et Bella avaient donné, et maintenant, il faudrait les abandonner. Mais le père prit sa main. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient plus solides qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps. «
Si on ne fait rien, Alex, il pourrait devenir un danger, pour nous, pour les enfants, pour Bella elle-même. Il inspira profondément. Ce n'est pas de la trahison, c'est un choix qui nous dépasse. Les enfants entendirent cette phrase depuis le couloir. Ils se rapprochèrent lentement, incertains, leur silhouette se dessinant contre la lumière. Le plus grand, Ethan, s'avança, ses yeux humides. « Papa, on peut pas les laisser partir, on leur a donné des noms, Bella les aime, nous aussi. » Sa voix se brisa. « Ils sont différents, oui, mais ils sont nés, ici, ils sont chez eux. » La mère hocha la tête en silence, désespérée. Elle avait envie de dire la même chose, le père se sentit déchiré, partagé entre deux mondes impossibles à réconcilier. Les larmes commencèrent à lui monter aux yeux, chose qu'il ne permettait presque jamais. Mais même s'il voulait protéger Bella, protéger ses enfants, protéger les petits, il sentait que la situation échappait à tout contrôle. C'est alors qu'un cri soudain, un cri aigu, perça la maison entière. Pas un cri de peur, un cri d'alerte, un son tranchant, presque métallique. Bella se redressa d'un bond. Les enfants se figèrent. La mère porta les mains à sa bouche. Le père se précipita vers le salon. Un des petits, un de ceux qui semblaient les plus étranges, se tenait debout sur une patte arrière, l'équilibre impeccable, comme s'il maîtrisait son corps avec une précision inhumaine. Son regard était posé sur la fenêtre, sur quelque chose dehors. Le père s'approcha lentement, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Il jeta un coup d'œil dehors, et son sang se glaça. Devant la maison, 3 voisins étaient regroupés, échangeant des regards lourds. L'un d'eux tenait son téléphone, d'une manière qui laissait entendre qu'il venait d'appeler quelqu'un. Le père sentit une décharge dans tout son corps. On aurait dit une intervention imminente, peut-être la police, peut-être des services spécialisés, peut-être des gens qui n'auraient aucune pitié pour ce que la famille tentait de protéger. Le père revint en courant vers sa femme. « Ils sont dehors, ils parlent. Je crois qu'ils ont prévenu quelqu'un. » La mère pâlit comme un drap. « Ils veulent nous prendre les petits. » Bella aboya soudainement un aboiement puissant, affolé, brutal. Les petits reculèrent légèrement. Tous, sauf 3. Ceux-là restèrent immobiles, fixant les bruits extérieurs comme s'ils comprenaient parfaitement ce qui se passait. Le père se mit à respirer plus vite. « On doit les cacher. » La mère le regarda, confuse. « Où? Comment? On ne peut pas. » Mais il l'interrompit. « On doit essayer avant que quelqu'un n'arrive, avant qu'il ne nous les enlève de force. » La panique se propagea comme un incendie dans la pièce. Bella, elle, comprit avant tout le monde. Elle attrapa un de ses petits dans sa gueule, puis un deuxième, puis un troisième. Elle les déplaçait rapidement, cherchant un endroit sûr. Ses mouvements étaient désespérés mais déterminés. Une mère en guerre. La famille se dispersa dans la maison, cherchant où les mettre, où les cacher, comment gagner du temps. Le père ferma les rideaux, la mère verrouilla les portes. Les enfants apportèrent des couvertures pour que Bella puisse cacher sa portée plus facilement. Dans l'air flottait une urgence que personne n'avait jamais vécue. Une urgence primitive, viscérale. Comme si la maison elle-même savait que quelque chose d'irréversible allait se produire. Mais ce que la famille ignorait encore, c'est que la décision se rapprochait, qu'elle ne pourrait plus être repoussée, que les voisins, muets par la peur, venaient de déclencher une chaîne d'événements que plus personne ne pourrait arrêter, et que le destin de ces petits, qu'ils soient chiots, hybrides ou quelque chose d'encore inconnu, allait être scellé beaucoup plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé. La maison vibrait d'une tension presque palpable. Chaque mur semblait retenir un souffle. Chaque meuble paraissait écouter, comme si l'habitation elle-même savait que quelque chose de crucial allait se jouer. Les rideaux étaient tirés, les portes verrouillées, et Bella, haletante, tournait en rond autour de ses petits, les rassemblant, les séparant, puis les rapprochant encore, comme si elle cherchait désespérément la solution parfaite pour les protéger. La famille, elle, oscillait entre la panique, l'instinct de survie et un amour déchirant. Les enfants ne comprenaient pas tout, mais ils sentaient intensément que quelque chose de grave se préparait. Le père fermait les volets, comme s'il dressait des barricades. La mère allait et venait jetant des regards nerveux vers les fenêtres. Ethan et Emma, serrés l'un contre l'autre, observaient leurs parents avec un silence inhabituel. Tout semblait s'effondrer autour d'eux. À l'extérieur, les voisins ne partaient pas. Ils restaient là, regroupés devant le portail. Le père leva discrètement un coin du rideau pour observer. Son cœur se serra. Le groupe avait grossi.
On reconnaissait Madame Langford, les Henderson, Monsieur Rivers, même 2 adolescents du quartier qui avaient autrefois joué avec les enfants. Ils tenaient tous le même air inquiet, méfiant, et certains étaient au téléphone. Le père devina qu'il parlait aux autorités, peut-être même au contrôle animalier, peut-être à la police, peut-être à une agence spécialisée. Son souffle se coupa. « Ils vont venir », murmura-t-il. La mère posa une main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. On ne peut pas les laisser entrer. On ne peut pas laisser ces petits partir. Bella, en entendant la mère parler, s'approcha doucement, posant sa tête contre sa jambe. Ses yeux étaient humides, brillants. Elle savait que quelque chose allait se produire. Elle savait que les humains dehors ne venaient pas par gentillesse. Elle savait qu'on voulait lui prendre ses enfants. Elle leva la tête vers la mère, puis vers le père, comme si elle demandait « Aidez-moi, je ferai tout, mais aidez-moi ». Le père sentit son cœur se briser. Il se baissa, caressa Bella et murmura « On va trouver un moyen, on va essayer ». Mais même dans ces mots, il n'y croyait qu'à moitié. Comment protéger 15 petits? Comment les cacher? Comment empêcher l'inévitable? Les bruits dehors devinrent plus forts. Des voix, des pas, une portière de voiture qu'on claque. Le père se précipita vers l'entrée. Par l'interstice des rideaux, il aperçut un véhicule blanc qui se garait devant la maison. Pas une voiture de police. Quelque chose de pire. Sur la portière, il distingua un logo. Wildlife and Control Services. Un organisme spécialisé, pas un simple service municipal, un groupe capable de saisir des animaux jugés dangereux ou hybrides. Le père recula d'un pas livide. Ils ont vraiment appelé du renfort. La mère sentit ses jambes céder. Non, 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 non. Les enfants éclatèrent en larmes, comprenant que les choses venaient de passer un cap irrémédiable. Bella se mit à aboyer. Pas un aboiement agressif, mais un aboiement désespéré, presque suppliant. Elle courut vers ses petits, puis vers la porte d'entrée, comme si elle cherchait un moyen de les sauver, un moyen de fuir. Mais il n'y en avait pas. À ce moment précis, un des petits, l'un des plus étranges, se redressa brusquement. Il se mit debout avec une stabilité terrifiante pour son âge, et ses yeux se fixèrent sur la porte. Il poussa un son jamais entendu auparavant, entre un cri et un signal. Le père se figea, la mère poussa un cri étouffé. Bella plaqua ses oreilles contre sa tête, prise de panique. Le petit ne semblait pas effrayé. Il semblait prêt, comme s'il comprenait parfaitement ce qui allait arriver, comme s'il anticipait, comme si quelque chose en lui, ou déjà au-delà de la simple animalité. Les coups frappés à la porte résonnèrent soudain dans toute la maison. 3 coups, fermes, autoritaires. « Monsieur Davis, ouvrez, s'il vous plaît, c'est le service de faune et contrôle. » La mère se précipita vers le père, paniqué. « Ne leur ouvre pas, s'il te plaît. » Le père ne répondit pas. Il restait immobile, face à la porte, incapable de bouger. Les enfants se mirent à crier. « Papa, ouvre pas, ouvre pas !» Les coups reprirent, plus insistants. « Monsieur Davis, nous savons que vous êtes là. Il y a eu plusieurs signalements. Nous devons vérifier l'état des animaux. Ouvrez la porte. » Le père ferma les yeux. C'était terminé. Il n'avait plus de marge de manœuvre. Mais avant qu'il n'ait pu faire un geste, Bella se mit à grogner. Pas un grognement ordinaire, un grognement primal, sauvage, comme si elle puisait dans quelque chose enfoui au plus profond d'elle-même. Elle se plaça entre sa portée et la porte, son corps tendu, prête à tout. Les petits se regroupèrent derrière elle, tous, sauf 3, ceux qui semblaient les plus développés, les plus étranges. Eux s'avancèrent légèrement, leur tête inclinée, leurs yeux d'un éclat presque inquiétant. Ils ne se cachaient pas derrière leur mère. Ils faisaient face à la porte, comme s'ils comprenaient la menace, comme s'ils étaient prêts à se défendre. Les voix à l'extérieur devinrent de plus dures. « Monsieur Davis, ouvrez, ou nous devrons entrer de force. » Le père se retourna vers sa famille. La mère secouait la tête furieusement. Les enfants pleuraient. Bella grognait encore. Le père inspira profondément. « Je dois ouvrir. Si je ne le fais pas, ils défonceront la porte. Ils prendront tout. Même Bella. » Les mots semblaient irréels. La mère attrapa son bras. « Si tu ouvres, ils vont prendre les petits. » Il baissa les yeux. « Je sais. » Mais alors qu'il posait sa main sur la poignée, un bruit le stoppa net. Un bruit venant du fond de la maison. Un bruit dont personne ne comprit le sens sur le moment. Un claquement, puis un trajet précipité. Comme si un des petits venait de traverser le couloir à une vitesse impossible. Le père eut un mouvement de recul. La mère poussa un gémissement. Bella tourna brusquement la tête. Et c'est là que tout bascula. L'un des petits, l'un des plus étranges, apparut dans le couloir, debout sur ses 4 pattes, fixant l'entrée.
Mais ce n'était pas sa posture qui choqua la famille, c'était sa taille. En quelques heures, quelque chose dans son corps avait évolué. Ses pattes étaient plus longues, ses épaules plus larges, ses mouvements plus assurés, comme si son organisme s'était accéléré encore plus vite que les autres, comme s'il avait reçu un signal, une impulsion, une raison d'évoluer. La maison se remplit d'un silence terrifiant. Même les agents derrière la porte cessèrent momentanément de frapper, comme s'ils avaient senti quelque chose, comme si un instinct leur soufflait que l'atmosphère venait de changer. Bella bondit devant ce petit devenu plus grand, le repoussant du museau pour le ramener vers les autres, mais il résista, non pas violemment, simplement, consciemment, comme s'il refusait, comme s'il voulait se tenir devant, comme s'il comprenait que la menace venait de l'autre côté de la porte, et qu'il était prêt à s'y opposer. La mère recula, les mains tremblantes. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils deviennent ?» Le père n'arrivait plus à respirer normalement. Son cœur battait si vite qu'il crut qu'il allait s'effondrer. Il fixait le petit, incapable d'accepter ce que ses yeux voyaient. Dehors, les agents reprirent, plus forts, plus menaçants. « C'est votre dernière chance. Si vous n'ouvrez pas, nous entrons. » Les enfants crièrent. Bella grogna de plus en plus fort. Les petits, derrière elle, se regroupèrent, formant un arc. Et le père comprit, enfin dans un éclair terrifiant, ce que cela signifiait. Ce n'était plus seulement une portée inhabituelle. Ce n'était plus un mystère biologique. C'était une confrontation annoncée. Une confrontation entre ce qui vivait dans la maison et ce qui voulait entrer. Et la famille n'avait plus le choix. Ils allaient devoir décider maintenant. Protéger Bella et ses petits, ou ouvrir la porte et perdre tout ce qu'ils avaient essayé de défendre. La poignée trembla, un dernier coup retentit, et le père comprit que le choix était déjà en marche. Le silence qui précéda l'inévitable fut presque plus terrifiant que les coups à la porte. Un silence dense, vibrant, presque électrique, qui donnait l'impression que l'air lui-même retenait son souffle. Le père, la main toujours posée sur la poignée, sentait ses doigts trembler. La mère, derrière lui, secouait la tête avec l'énergie désespérée d'une personne prête à lutter contre la réalité elle-même. Les enfants pleuraient silencieusement, serrés l'un contre l'autre. Bella, elle, grognait, le corps tendu, les muscles prêts à bondir. Les petits, regroupés autour d'elle, formaient un demi-cercle étrange, un alignement presque trop organisé pour être naturel. Et celui qui avait grandi en quelques heures restait devant les autres, fixe, immobile, comme une sentinelle. Puis, un nouveau coup retentit, cette fois plus violent, plus sec, plus décidé. « Dernier avertissement, Monsieur Davis, ouvrez immédiatement ou nous intervenons. » La mère hurla. « N'ouvre pas, ils vont les prendre, ils vont les emmener loin d'ici. » Le père ferma les yeux très fort, comme s'il espérait que le monde entier disparaîtrait d'un seul claquement. Mais la réalité était là, implacable, lourde, menaçante. Sa voix ne sortit qu'en un murmure brisé. « On ne peut plus les cacher, ils savent nous que nous sommes là. » Un des petits poussa un son étrange, un son presque modulé, un cri bref mais structuré, comme s'il communiquait, comme s'il répondait aux vibrations derrière la porte. Bella bondit vers lui pour le faire reculer. Elle le poussa du museau puis le pinça doucement pour l'obliger à retourner avec les autres. L'animal résista un instant puis céda. Mais dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau. Une lueur d'intelligence inquiétante. Une lueur qui fit trembler la mer. La poignée tourna légèrement de l'extérieur, puis un cliquetis. Les agents étaient en train de forcer la serrure. Le père comprit qu'il n'avait plus aucun contrôle. « Écartez-vous de la porte !» hurla une voix masculine, forte, autoritaire. La mère tira les enfants vers le fond du salon, tandis que Bella se positionnait devant sa portée avec une détermination féroce. Elle n'était plus la chienne douce et docile que la famille avait toujours connue. Elle était devenue une louve, une protectrice, une gardienne prête à risquer sa vie. Le verrou céda dans un craquement sinistre. La porte s'ouvrit brutalement. 2 agents en uniforme se précipitèrent à l'intérieur, suivis d'un troisième tenant une cage métallique et un long bâton muni d'une boucle. Ils s'attendaient à trouver des chiens agressifs ou une situation chaotique. Mais ce qu'ils virent les arrêta immédiatement dans leur élan. Bella, dressée, immobile, prête à attaquer. Et derrière elle, 15 êtres parfaitement alignés, fixant les intrus avec des yeux d'une intensité inhabituelle. Une scène presque irréelle. Une scène qu'aucun manuel, qu'aucune formation n'avait préparé les agents à affronter. Reculez, murmura l'un d'eux à son collègue, pris d'un doute soudain. « Ce ne sont pas des chiots » répondit l'autre d'une voix blanche. Le père se précipita entre eux. « Arrêtez, je vous en supplie, ils ne sont pas dangereux, ils sont juste différents. » L'agent leva une main. « Monsieur Davis, reculez,
S'il y a un risque sanitaire ou un danger potentiel, nous devons intervenir. Il tourna la tête vers Bella. Cette chienne protège une portée anormale. Nous devons examiner ces animaux. Bella grogna, un grognement guttural, primitif, qui fit frémir même les agents les plus robustes. Elle n'attaquera pas, tenta le père, presque suppliant. Mais il n'y croyait même plus lui-même. Bella n'était pas dans un état normal. Sa décision était déjà prise. Elle défendrait ses petits jusqu'à son dernier souffle. Un des petits, celui qui avait grandi trop vite, fit un pas en avant. Juste un pas. Mais un pas extrêmement rapide. Tellement rapide que l'agent tenant le bâton recula brusquement, surpris. La famille cria. Bella aboya. L'animal se figea. Mais quelque chose dans son regard changea. Une forme de conscience. Une forme d'évaluation. Comme s'il mesurait l'adversaire, le chef des agents s'exclama « On n'a pas le choix, attrapez la mère !» Bella bondit avant même que l'ordre ne soit terminé. Ce fut un mouvement fulgurant, une décharge de muscles et de rage, une explosion d'instinct maternel. Elle se jeta devant l'agent le plus proche, non pas pour mordre, mais pour frapper, pour détourner, pour protéger. Le bâton s'enroula autour de son cou. Bella se débattit, hurlant, se tordant pour protéger ses petits. Les enfants crièrent en voyant Bella retenue, tirée en arrière, étranglée. La mère tenta d'intervenir, mais le père l'attrapa de justesse. Puis tout bascula. Car à cet instant où Bella était immobilisée, les petits agirent. Pas comme des chiots, pas comme des animaux paniqués, mais comme un groupe organisé. Les trois les plus développés se positionnèrent devant les autres. Le plus grand poussa un cri strident, plus fort que tous ceux entendus jusqu'ici. Un son presque commandant. Les agents reculèrent, surpris par la réaction parfaitement synchronisée de la portée. Les petits formèrent un demi-cercle, leurs yeux dirigés vers les agents, leur corps tendu comme s'ils étaient prêts à se défendre collectivement. « Reculez, reculez !» cria l'un des agents. Mais il était trop tard. Bella, malgré le bâton autour de son cou, réussit à se libérer d'un mouvement désespéré. Elle se jeta sur ses petits pour les protéger. Les agents reculèrent davantage. La scène dégénérait trop vite. Beaucoup trop vite. « Retrait !» hurla le chef d'équipe. « On sort, maintenant !» Ils sortirent en catastrophe, laissant la porte grande ouverte. La famille accourut pour refermer la porte et pousser les meubles contre elle. Le père verrouilla tout, puis recula essoufflé, tremblant. La mère pleurait. Les enfants sanglotaient. Et Bella s'effondra enfin, épuisée, tremblante mais vivante. Elle posa sa tête contre ses petits, et dans ses yeux, il n'y avait plus ni rage ni peur, juste une infinie dévotion. Le père se tourna vers sa famille, la voix brisée. « Ils vont revenir, avec plus de monde, avec plus de moyens. Ils ne vont pas laisser tomber. » La mère essuya ses larmes. « Alors, on part. » Le père la fixa, surpris. « On part de cette maison, de cette ville, de cette vie. On prend Bella, on prend les petits, on disparaît avant qu'ils ne reviennent. » Les enfants acquiescèrent immédiatement. Bella les regarda, comme si elle comprenait, comme si elle attendait qu'il prononce donc ces mots depuis longtemps. Le père hocha la tête. « D'accord, on part ce soir, tous ensemble. » Et dans le salon silencieux, entre les murs encore tremblants d'effroi, une famille humaine et une famille inexplicable décidèrent de rester unis. Parce que parfois, ce n'est pas la nature qui définit une famille, mais l'amour, l'instinct, la loyauté et la volonté de protéger ce qui compte, peu importe la forme que cela prend.